Pocatello, en Idaho, ou Idaho on dira en français, une bourgade tranquille du sud-est de l'État, nichée au pied des montagnes rocheuses, à mi-chemin entre nulle part et le bout du monde. 57 000 habitants, une université, des rues calmes, des familles qui ne ferment pas leurs volets, une ville où les gens se connaissent, où les portes restent ouvertes, où l'on ne craint rien, et Cassie Jo Stoddard a 16 ans. Elle est jolie, vive, appréciée. Ses camarades de classe disent d'elle qu'elle est généreuse. Son professeur d'art plastique dit qu'il n'a jamais eu d'élève aussi attachante. Elle a un don pour la musique, un goût pour le dessin, et elle est sérieuse, ce qui peut être rare à 16 ans. Elle a un petit ami depuis 5 mois, Matt Peckham, un garçon tranquille qui l'aime bien. Sa tante, Allison, et son oncle, Frank Contreras, viennent de s'installer à Pocatello. Ils ont quitté la région de San Francisco l'année précédente pour s'établir dans ce petit coin de campagne du comté de Bannock sur Whispering Cliff Drive au nord-est de la ville. Une belle propriété de 2 hectares, 4 chambres, 3 salles de bain, des espaces verts à perte de vue. Cassie est la nièce de Frank et quand le couple doit s'absenter pour le week-end ou de temps à autre, c'est bien entendu vers Cassie qu'il se tourne. Elle peut s'occuper de la maison et des 2 chiens et des 2 chats. Ils lui font entièrement confiance. Ce vendredi 22 septembre 2006, Anne Stoddard, la mère de Cassie, dépose sa fille au lycée Pocatello High School à 8 h du matin. Comme tous les jours d'ailleurs. La journée commence normalement, comme tous les jours également. Cassie suit ses cours, elle parle à ses amis, elle passe devant son casier dans le couloir et salue en souriant la caméra tenue par 2 de ses camarades, Brian Drapan et Tori Adamczyk. Il n'y a rien d'étrange à ça, ils font souvent des films et à 15h45, Anna revient chercher Cassie. Elle la dépose devant la maison des Contreras vers 17h30 et elle embrasse sa fille. Le soir tombe sur la propriété, Cassie s'installe, elle nourrit les animaux, elle met un film et à 18h, Matt arrive. Les 2 jeunes gens s'installent donc dans le salon et décident de regarder Kill Bill volume 2 et vers 20h20, on sonne à la porte. Ce sont Brian et Tori. Brian Drapan est né à Sandy dans l'Utah, il a 16 ans. Sa famille s'est établie à Pocatello quelques années auparavant et c'est là qu'il a rencontré Tori Adamczyk, qui est né à Pocatello en 1990 et qui n'en a d'ailleurs jamais bougé. Les 2 garçons sont en première au lycée Pocatello High School. Ils partagent la même passion pour le cinéma et ont donc commencé à tourner leurs propres films ensemble. Tout le monde les connaît. Ils sont 2 inséparables qui trimballent leur caméra partout. Cassie les accueille avec plaisir. Elle leur fait visiter la maison, y compris la cave. Les 4 adolescents s'installent dans le salon et regardent le film. Puis, vers 21h30, Brian et Tori se lèvent et ils annoncent qu'ils préfèrent en fin de compte aller au cinéma voir un autre film et ils partent. Cassie et Matt trouvent la chose un petit peu bizarre. Venir de l'autre bout de la ville pour regarder un film et repartir en cours de route pour aller au cinéma, c'est singulier. Mais ils n'y réfléchissent pas davantage et ils restent finir leur soirée. Mais il y a une chose que Cassie et Matt ne savent pas, et c'est qu'avant de partir, Brian a fait le tour de la maison et il a déverrouillé la porte de la cave en silence pour y revenir plus tard. Car voici ce que sont réellement Brian Drapan et Tori Adamczyk. Ces 2 garçons vouent une fascination morbide aux tueurs en série. Depuis des mois, ils en parlent entre eux. Ils en regardent des documentaires, ils lisent des articles sur ces hommes que la société désigne comme des monstres. Brian est fasciné par Eric Harris et Dylan Klebold, les responsables du massacre du lycée Columbine perpétré en 1999. Il admire leur façon de s'arracher à l'anonymat et il dit plus tard dans un documentaire Columbine a créé une sous-culture pour les gamins en marge, ceux qui ne trouvent leur place nulle part. J'ai vu à l'époque qu'ils avaient transcendé leur lycée durant l'heure où ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils occupaient le devant de la scène. C'est ce que je voulais. Tori
lui, est obsédé par le film Scream, d'ailleurs un très bon film que j'ai beaucoup apprécié, qui est sorti en 1996. C'est un film d'épouvante dans lequel un tueur au masque blanc s'introduit dans les maisons de jeunes gens pour les assassiner. Tori veut rejouer cette scène dans la réalité. Les deux garçons ont commencé à se filmer, seuls, en voiture, dans leur chambre, et tout est enregistré sur une cassette VHS. C'est ce qui se faisait de plus à l'époque. Les plans, les délires, les listes. Ils élaborent leurs projets devant la caméra avec une minutie glaçante. Ils comparent leurs intentions à celles de Ted Bundy ou le tueur du Zodiac, de l'étrangleur des collines. Ces gens n'étaient que des amateurs à côté de ce que nous allons être, déclare Tori à l'objectif. Ils dressent une liste de victimes potentielles, une liste de condamnés à mort, puis ils désignent leur première cible. Et cette première cible, c'est quasi Joe Stoddard, leur ami. On a trouvé notre victime et aussi triste que cela puisse paraître, c'est notre ami, dit Brian à la caméra. Mais tout le monde doit faire des sacrifices. Another victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? I mean, like, holy shit, dude. I'm horny just thinking about it. Ils ont besoin de couteaux. Ils sollicitent un camarade, Lucero, pour les acheter à leur place chez un prêteur sur gage. 45 $ au total, 4 lames, dont une crantée. Brian prend la crantée. La veille du meurtre, les deux garçons sont au lycée avec leur caméra. Ils croisent Cassie à son casier et ils la filment. Elle sourit. Elle salue l'objectif d'un geste de la main. Cette image, les enquêteurs la retrouveront plus tard sur la cassette. Les dernières secondes où Cassie souriait encore à ses assassins. Ce matin-là, devant la caméra, Brian dit « Je suis désolé pour la famille de Cassie, mais elle devait être la première. Nous devons respecter le plan. » Et Tori, je frémis rien que d'y penser. Ce vendredi soir, quand Brian et Tori arrivent chez les Contreras et qu'ils voient Matt Beckham dans le salon, leur plan déraille. Pas question d'agir devant témoins. Ils inventent donc l'excuse du cinéma et ils s'en vont. Brian allume la caméra. Il est 21h50. Nous sommes dans la voiture, nous avons la lourde tâche de tuer nos deux amis. Ils sont là, dans cette maison, au bout de la rue. Tori. On vient de leur parler, on était là pendant 1 heure, j'ai déverrouillé la porte de derrière, c'est réglé. Il ne nous reste plus qu'à attendre. On est très nerveux là, mais on est prêts. Ils roulent, ils attendent, ils tournent en rond dans les rues de Pocatello. Brian filme, Tori conduit. La tension monte dans l'habitacle de cette voiture ordinaire, garée dans cette ville ordinaire, où 2 adolescents, peut-être pas si ordinaires, se préparent à tuer. Vers 22h, ils n'en peuvent plus d'attendre. Ils garent la voiture au bout de la rue, ils sortent. Dans l'obscurité, ils enfilent leur tenue sombre, leurs gants, leur masque blanc maculé de faux sang, pareil au masque de Ghostface dans Scream, et ils récupèrent leur couteau. Ils longent la maison, ils descendent les marches extérieures de la cave, ils poussent la porte que Brian a laissée déverrouiller et ils entrent. La maison est silencieuse, mais en tendant l'oreille, ils perçoivent des voix à l'étage. Matt est toujours là. Les 2 garçons s'immobilisent dans le noir et ils se regardent. Et ils décident, si Matt est toujours là, ils tueront Matt aussi. Ils se tapissent dans la cave et commencent à faire du bruit, des bruits sourds, des raclements. Ils espèrent attirer les 2 jeunes gens en bas dans la cave. À l'étage, un des chiens des Contreras se lève brusquement, il fixe l'escalier de la cave et il grogne, il jappe. Matt le remarque, il trouve ça étrange, mais bon, c'est un chien, et il n'y attache pas d'importance. Alors, Brian et Tori trouvent le tableau électrique et ils coupent l'électricité au disjoncteur. La maison plonge dans l'obscurité totale. À l'étage, Cassie est saisie de panique. Elle ne voit plus rien. Elle entend le chien qui s'agite. Elle demande à Matt de rester dormir. Matt téléphone à sa mère et sa mère refuse. Elle lui dit que s'il veut, il peut amener Cassie chez eux pour la nuit et la ramener demain matin. Cassie réfléchit. Elle est responsable de la maison, elle est responsable des animaux. Elle ne peut pas partir. Elle le dit à Matt.
Elle dit à Matt qu'elle va bien et qu'il peut rentrer. Brian et Tori rallument l'électricité. Anna Stoddard appelle sa fille à 21h30. Cassie lui dit que tout va bien, qu'il regarde des films et qu'elle l'appellera demain. Ce sont les derniers mots qu'Anna entendra jamais de sa fille. À 22h30, la mère de Matt arrive sur Whispering Cliffs Drive. Dans la cave, Brian et Tori entendent le bruit du moteur, des voix, une porte qui se referme, des pas dans l'allée, un bruit de voiture qui s'éloigne, puis c'est le silence. Matt est parti. Cassie est seule. Dans l'intervalle, Matt a téléphoné à Tori depuis son portable pour lui proposer de se retrouver quelque part. Tori a répondu à voix basse, presque dans un souffle. Matt saisit à peine ces mots et il suppose que son camarade est dans une salle de cinéma et ne veut pas déranger, donc il renonce et raccroche. Tori se tourne vers Brian. Ok, elle est seule. Matt vient de le confirmer. Brian et Tori coupent à nouveau le courant, puis ils montent l'escalier de la cave. En haut des marches, Brian saisit la porte d'un placard et la claque de toutes ses forces. Le bruit explose dans la maison silencieuse. Dans le salon, Cassie est tétanisée. Les lumières sont éteintes. Elle entend un claquement venu des ténèbres. Elle est seule. Elle se recroqueville sur le canapé, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle n'ose pas bouger. Brian et Tori entrent dans le salon. Cassie les voit. Elle se lève et il la poignarde. Les deux garçons lui infligent une trentaine de coups de couteau. 12 de ces blessures sont mortelles. 11 des 12 blessures sont portées par la lame crantée de Brian Draper. Cassie Jo Stoddard se bat. Les enquêteurs le diront plus tard. Elle s'est défendue jusqu'au bout. Elle a lutté pour sa vie. Mais elle était seule, dans le noir, contre deux garçons armés et bien décidés. Cassie Jo Stoddard a 16 ans. Elle meurt dans le salon de la maison de son oncle et de sa tante dans la nuit du vendredi 22 septembre 2006. Brian et Tori s'enfuient. Ils courent jusqu'à leur voiture, garée au bout de la rue, et la première chose que fait Brian, c'est d'allumer sa caméra. Il est 23h32. On vient de tuer Cassie, on vient de quitter sa maison. C'est pas une plaisanterie, je l'ai regardé, je l'ai poignardé à la gorge, mec. J'ai vu son corps sans vie. Il a disparu. Je viens de tuer Cassie. Tori au volant, je tremble. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. I mean, it went by so Shut fast. the fuck up. We gotta get our act straight. Ensuite, ils roulent vers le ravin de Black Rock Canyon, dans les hauteurs qui surplombent Pocatello. Dans l'obscurité, ils creusent un trou dans la terre. Ils y enfouissent les masques, les gants, les vêtements, les couteaux. Ils essaient de brûler la cassette VHS et ils n'y parviennent pas. Ils l'enterrent quand même, à moitié calciné. Et puis Brian dit on n'a plus qu'à acheter nos billets pour Pulse, le film qu'il voulait voir au cinéma maintenant. Le dimanche 24 septembre 2006, Allison et Frank Contrera rentrent de leur week-end et ils trouvent Cassie, leur nièce, sur le sol, morte. Allison attrape le téléphone, sa voix se brise quand elle explique à l'opérateur des secours que sa nièce est morte sur son plancher. Il lui manque un doigt. Le capitaine John Ganske de la police de l'État du Idaho se rend sur place avec ses hommes. Il y a du sang partout, la scène est atroce, aucun signe d'effraction, rien de volé. Il était évident que Cassie avait mené un combat acharné, qu'elle avait lutté pour sa vie. La mort de Cassie frappe la ville de Pocatello comme un coup de tonnerre. Les enquêteurs remontent le fil des dernières heures. Ils interrogent Matt Beckham. Il leur dit tout. Oui, il était là vendredi soir. Et Brian Draper et Tori Adamczyk également. Les enquêteurs convoquent les deux garçons et ils leur demandent où ils étaient ce soir-là. Brian répond au cinéma. Le film s'appelait Pulse. On y envoie un enquêteur, un camarade de classe qui était employé au guichet ce soir-là, confirme. Draper et Adamczyk n'étaient pas là. Et quand on demande à Brian de raconter l'histoire du film qu'il prétend avoir vu, il est parfaitement incapable d'y répondre. Entre-temps, les techniciens ont retrouvé des empreintes sur le tableau électrique, celle de Matt Beckham d'abord. La piste semble prometteuse, mais Matt
passe le test du polygraphe sans hésitation. Ces empreintes se trouvent là tout simplement parce qu'il a essayé de rallumer la lumière ce soir-là, rien de plus. Et donc, le 27 septembre 2006, 5 jours après le meurtre fantastique, Brian Drapan craque sous l'interrogatoire. Il reconnaît être retourné chez les Contreras ce soir-là, mais il dit que c'est Tori qui a tué Cassie. Et il conduit ensuite les enquêteurs jusqu'au ravin de Black Rock Canyon. Les fouilles révèlent les masques, les couteaux, les vêtements et la cassette VHS à moitié brûlée, mais encore exploitable après restauration. Les enquêteurs la regardent et ils voient donc tout, les plans du meurtre, la liste des victimes, Cassie, filmée à son casier ce matin-là, en train de sourire, les deux garçons dans leur voiture à 21h50, à 2 pas de la maison, et Brian Drapan, quelques minutes après avoir tué Cassie, qui raconte l'objectif de sa caméra et explique « Je viens de tuer Cassie ». Brian Drapan et Tori Adamczyk sont donc arrêtés le 27 septembre 2006 et mis en examen pour meurtre au premier degré, ce qui correspond à un assassinat en français, et complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, donc un autre assassinat. Ils ont tous les deux 16 ans. Le 17 avril 2007, Brian Drapan est reconnu coupable des 2 chefs d'accusation. Le 8 juin 2007, Tori Adamczyk est reconnu coupable des mêmes infractions. Et le 21 août 2007, le tribunal les condamne tous deux à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, assortie d'une peine de 30 ans incompressible pour le complot. Mais de toute façon, la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ça veut tout dire. Et donc les 30 ans d'incompressible n'y changent pas grand-chose. Ils sont donc toujours derrière les barreaux aujourd'hui. La mère de Cassie, Anna Stoddart, s'est consacrée après le procès à honorer la mémoire de sa fille. Elle a créé Pupkins for Cassie, une initiative caritative au profit des refuges pour animaux et des banques alimentaires de Pocatello. Chaque automne, elle distribuait des citrouilles à ceux qui faisaient un don. Anna Stoddart est morte en 2022 d'un cancer. Sur la cassette retrouvée dans le ravin de Black Rock Canyon, on peut entendre Tori Adamczyk déclarer la veille du meurtre: ces gens n'étaient que des amateurs à côté de ce que nous allons être. Et Brian Drapan: je veux tuer quelqu'un, je sais que ce n'est pas normal, mais qu'importe. Les éléments publics et psychologiques, les rapports qui ont été faits sur cette affaire sont assez limités. Drapan et Adamczyk avaient 16 ans au moment des faits et aux États-Unis, les dossiers judiciaires impliquant des mineurs sont partiellement ou totalement scellés, même lorsque les accusés sont jugés comme des adultes. Les expertises psychiatriques et psychologiques produites lors des audiences de détermination de la peine ne sont généralement ou n'ont pas été versées au dossier public. Elles font partie des rapports présentiels qui sont protégés par la procédure. Alors ce qu'on en sait de par ces journalistes, c'est que 3 experts ont témoigné lors des audiences de détermination de la peine en août 2007. Pour Drapan, c'était Linda Hudson-Buehler, qui était doyenne de la faculté des sciences de la santé de l'Idaho State University, et Alan Bradley, psychologue judiciaire en Caroline du Nord, mandaté par la défense. Tous deux ont décrit Drapan comme dépressif, obsédé par la violence depuis la 5e, et tous deux ont conclu à un risque très moyen de récidive. Pour Adamczyk, le neuropsychologue Mark Corgiat a témoigné que son client était immature pour son âge, présentait des déficits du jugement et du contrôle des impulsions et donc constituait un faible risque de récidive. Néanmoins, quand on regarde un petit peu ce qui s'est produit et cette affaire, il y a quand même 3 problèmes majeurs. Et ces 3 problèmes, c'est que le premier, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. Les 3 experts étaient mandatés par la défense. Leur mission n'était pas d'établir un tableau clinique objectif, mais de produire des arguments qui pouvaient atténuer les peines. Donc, les conclusions de risque modéré ou faible, dans ce contexte, je trouve que ce ne sont pas des évaluations neutres. Deuxièmement, c'est une incohérence interne relativement flagrante. Corgiat qualifie Adamczyk de, je cite, « faible risque de récidive » et affirme qu'il n'est, je cite, « pas le genre d'individu susceptible de s'impliquer dans des activités violentes ». Et c'est quand même le même individu dont la cassette montre qu'il a planifié froidement un meurtre pendant plusieurs semaines, qu'il a attendu des heures dans une cave, qu'il a poignardé une amie à plusieurs reprises et qu'il a répondu « ouais, ça me semble bien » quand Draper proposait de descendre dans l'histoire.
Le juge McDermott n'a heureusement pas suivi ces évaluations et on comprend. Le troisième problème, c'est l'absence d'outils standardisés documentés. Rien, en tout cas dans les archives publiques, n'indique que le PCL-YV, qui est la version juvénile de l'échelle de Haar spécifiquement conçue pour évaluer les traits psychopathiques chez les moins de 18 ans, ait été administré. Et son absence en elle-même est un manque clinique sérieux pour les profils de ce type. Donc, si on regarde ça de façon un peu plus objective, on peut voir qu'il y a en fin de compte deux profils très distincts qu'il va nous falloir traiter séparément avant d'analyser leur interaction. Draper, c'est un profil cohérent avec ce que Robert Haar décrit comme les traits cardinaux de la psychopathie primaire. Absence de remords documentés, planification froide, déshumanisation explicite de la victime, recherche de renommée comme motivation centrale, maintien du masque social après le crime, et tout ça, c'est pas de l'impulsivité, c'est tout son contraire. Draper a attendu des semaines, géré un intermédiaire pour les armes, déverrouillé une porte en silence, attendu des heures dans la cave. Après le meurtre, il a décrit la mort de Cassie à la caméra avec l'excitation d'un commentateur sportif. Il a ensuite répondu aux questions de la police pendant 5 jours sans décompenser. Sa propre famille avait d'ailleurs perçu quelque chose. Son père avait déclaré au tribunal avoir tenté de limiter le temps que Brian passait avec Tori dans les jours précédant le meurtre, sans parvenir vraiment à nommer ce qui l'inquiétait. Pour ce qui est d'Adam Sick, il est un peu plus difficile à cerner, et c'est là, d'après moi, que l'analyse judiciaire a failli. Sa défense a tenté de le présenter comme un suiveur passif, c'est-à-dire presque comme un garçon qui croyait tourner un film. Et la cassette détruit totalement cette lecture. Adam Sick dit « ces gens n'étaient que des amateurs à côté de ce que nous allons être ». Il répond « ça me semble bien » à chaque proposition de Draper. Il rit en imaginant la tête de Cassie au bout d'un bâton. Il n'est pas entraîné, il participe, il renchérit, il valide. Alors, le neuropsychologue Corgat a identifié de vrais déficits de jugement et de contrôle des impulsions. C'est vrai, il n'a pas tort du tout sur ce point, mais ces déficits ne produisent pas de la passivité. Chez Adam Sick, ils produisent une adhésion enthousiaste et non filtrée à un projet meurtrier sans que la gravité de ce projet active le moindre frein cognitif ou affectif. Donc après, on a la dynamique entre les deux. Et ça, c'est ce qu'on a analysé, c'est ce que Langman a analysé dans Why Kids Kill, paru en 2009. Il avait analysé le cas Harris-Klebold, que les deux garçons d'ailleurs prenaient comme modèle. Et c'est donc un binôme structuré autour d'un pôle dominant qui fournit l'idéologie, l'impulsion, et d'un pôle suiveur qui apporte une validation sociale sans laquelle le passage à l'acte reste improbable. Cette validation, elle est décisive. Des études sur la violence dyadique, notamment celle de Mullen et de Haar sur les duos criminels, montrent que la présence d'un complice abaisse le seuil inhibiteur de façon bien plus significative que toute autre variable contextuelle. Chacun des deux garçons rendait le meurtre possible pour l'autre. Et enfin, il y a le rôle de la caméra auquel on n'a pas beaucoup pensé. L'analyse judiciaire n'a absolument pas accordé d'attention particulière à ça, et c'est bien dommage, parce que la caméra, c'est pas un accessoire. C'est le dispositif cognitif central du passage à l'acte. En se filmant pendant des semaines, en train de planifier le meurtre, Draper et Adam Sick ont effectué ce que Bandura appelle la répétition symbolique. Le comportement violent est rejoué mentalement plusieurs fois jusqu'à l'épuisement progressif de l'inhibition naturelle. Bandura explique d'ailleurs comment on apprend à ne plus avoir peur de quelque chose en le répétant. Mais bon, cette explication n'est pas suffisante pour dire pourquoi ces deux garçons n'ont pas reculé au dernier moment, quand la fiction est devenue réelle. Et la réponse, en fin de compte, elle se trouve un peu ailleurs. La plupart des êtres humains vont ressentir une résistance viscérale à l'idée de tuer quelqu'un, mais pas eux. Selon Haar, certains individus naissent avec un câblage affectif qui rend cette résistance très faible, voire absente, et la caméra n'a pas fabriqué ce manque, elle lui a tout simplement offert un terrain d'entraînement.
Donc, ce que cet ensemble révèle, ça n'est ni la folie, ni le traumatisme, ni la pauvreté, ni l'exclusion sociale. Deux adolescents, ordinaires en apparence, issus de familles ordinaires, scolarisés dans un lycée ordinaire, qui ont tué une amie par désir de renommée, avec méthode, sans affect, et qui en ont filmé chaque étape. C'est précisément ce que Hart désigne comme la manifestation la plus déstabilisante de la psychopathie. Ce sont des psychopathes. Ce n'est pas de l'agitation visible, mais c'est une clarté extrêmement froide. Voilà, c'était tout pour ce récit de l'ombre. J'espère que cette histoire et cette analyse vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour d'autres récits de l'ombre. Faites bien attention à vous. À bientôt. Au revoir.